Bienvenue et merci à toutes et à tous pour votre participation à ces webinaires professionnels donc proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Fête cette année ses 40 ans, si vous ne le saviez pas. Donc nous avons deux journées qui sont riches avec plus de 80 rencontres consacrées à l'édition jeunesse. Et donc elles sont à prolonger les mercredis prochains euh, au Salon à partir du 27 novembre jusqu'au 2 décembre avec donc notre vaste festival littéraire et nos 400 exposants. Donc n'oubliez pas de télécharger votre accréditation professionnelle sur le site du SLPJ qui vous permet d'accéder à l'événement durant toute sa durée. Donc voilà, je laisse la parole à Gwendal Oulès, qui va vous présenter donc, cette rencontre à propos du livre d'éveil, qui est un formidable espace de jeu, donc, voilà, au sein des éditions Sarbacane. Oui, alors je suis ravie de vous accueillir ce matin pour ce webinaire dans le cadre des rencontres professionnelles du SLPJ 2024. Ce matin, nous allons parler du livre d'éveil et nous allons l'envisager comme un formidable espace de jeu. L'intitulé de ce webinaire ce matin. Je suis Gwenda Loulès, je suis directeur d'une collection aux éditions Sarbacane, une collection consacrée à l'éveil et la petite enfance, une collection qui s'appelle Sarba Bébé. Euh, c'est une collection qui compte 10 ouvrages publiés en 2024 et qui va continuer sa vie en 2025 avec un petit peu plus de publications. C'est une collection qui est articulée autour de deux axes. Le premier, ce sont des créations avec des auteurs catalogues ou alors des nouveaux venus au sein des éditions Sarbacane, euh, en tout carton, mais également un autre axe qui est consacré à la réédition de titres du fond du catalogue dans un format carré, cartonné également, qui permet de rencontrer un autre public. Sans doute moins âgé, puisque la forme du livre conditionne vraiment l'accès au livre. Ce matin, pour discuter de l'éveil et de la petite enfance, j'ai choisi d'inviter deux personnalités très différentes qui pourront poser un regard vraiment euh, complémentaire autour du catalogue Sarba Bébé, mais pas seulement autour du catalogue Sarba Bébé, autour des questions qui ont pu émerger lors de la création des livres et lors de la conception de cette collection. Puisque quand j'ai commencé à réfléchir avec Frédéric Lavabre et Emmanuel Bulk autour de la collection Sarba Bébé, de sa création et de la constitution de son catalogue, euh, on a vu assez rapidement émerger des thématiques très fortes, mais aussi des questionnements que l'on retrouve très souvent autour de l'éveil et de la petite enfance dès qu'on envisage la place du livre au sein de la famille. Et une des questions les plus importantes a été de voir le rapport que entretenait le livre avec le jeu et avec les jouets. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que ce matin, vous allez vous rendre compte, je vais me servir comme point d'appui et comme un peu articulation de ce webinaire, cette petite heure que nous allons passer ensemble, 45 minutes exactement. Je vais me servir comme point d'appui d'images extraites de l'album L'imagier joue d'Alice Gravier, qui vient de paraître au sein de la collection et qui est justement un livre consacré au jeu et aux jouets et à la place que le jeu et le jouet entretiennent dans l'éveil psychomoteur de l'enfant dans ses premières années. Donc, les invités, j'ai le plaisir ce matin d'avoir avec moi Hello. Bonjour Hello. Bonjour. Bonjour. Hello est autrice de livres d'éveil, artiste visuelle, designeuse, textile, mais pas seulement textile. C'est une artiste très complète. Elle travaille pour les éditions Sarbacane et pour d'autres éditeurs, mais pour les éditions Sarbacane depuis de nombreuses années. Elle est à l'initiative d'un certain nombre de collections et notamment de la collection des images qui tournent par an dont il va être question ce matin. Elle est aussi, et c'est aussi un peu pour ça surtout pour ça que j'ai souhaité l'avoir avec nous ce matin, l'autrice du premier titre du catalogue Sarba Bébé, ce petit moment, un imagier en noir et blanc qu'on a eu beaucoup de plaisir à imaginer ensemble.
Ce qui va être intéressant avec Hello, c'est de voir comment le jeu peut s'envisager à la fois comme une attente qu'on peut avoir vis-à-vis des lecteurs, mais aussi une philosophie dans la pratique de créer les livres, les livres. Le jeu est à la fois situé au niveau de l'artiste créateur du livre, de l'auteur, de l'illustrateur, mais aussi au niveau de, ben, justement, comment on s'empare du livre, comment le lecteur, le bébé lecteur, l'enfant lecteur s'empare du livre. Avec nous aussi ce matin, Fabienne Agnès Levine. Donc, Fabienne, bonjour Fabienne, le micro. Bonjour Gwendal. Ah oui, Bonjour bonjour Hello. Fabienne. Fabienne est autrice de livres, de guides. C'est une spécialiste de jouets et c'est aussi une formatrice. Elle est autrice de deux ouvrages de référence dans le domaine, publiés aux éditions Duno, une pédagogie du jeu avant 3 ans, qui en est déjà à sa deuxième édition, et le besoin de jouer chez les tout petits, toujours chez Duno. Fabienne va être là ce matin pour poser un regard très concret, on va dire un peu pratique, pour relier un peu les questions théoriques au quotidien de la famille et de l'enfant. Et on va commencer tout de suite parce qu'on n'a pas non plus énormément de temps. Donc voilà, ça c'est le joue sur l'album dont je vous ai parlé et qui va servir un peu de point d'ancrage pendant notre conversation. On va commencer peut-être par poser le cadre à notre discussion et peut-être prendre un peu de hauteur. Et je vais demander du coup à Fabienne de réagir autour de à partir de cette image. Donc c'est une image extraite de Joue d'Alice Gravier où on voit une petite fille dans la trottinette. Elle est en train de manipuler les clés qu'on imagine être les clés de la voiture et peut-être de l'appartement ou de la maison. Elle a entre ses jambes un doudou qu'on va retrouver dans la plupart des images de l'imagier. Et derrière sa jambe, on voit des clés, mais qui sont des clés en plastique, des clés de jouets, des jouets. Et on la voit du coup manipuler non pas le jouet, mais les clés qui ont inspiré ce jouet, puisqu'il y a beaucoup de jouets qui sont des imitations des objets du quotidien. Donc la question que j'aimerais bien poser à Agnès, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette image? Qu'est-ce que ça montre en fait de la relation des tout petits aux objets du quotidien et aux jouets? Oui, alors ce qu'on voit dans cette image, c'est que tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire, est objet de curiosité pour un bébé. Pas une curiosité au sens de à quoi ça sert, d'où ça vient, qu'est-ce que je peux faire avec, mais au sens de ça fait partie de mon environnement, tous mes sens sont en action, il y a une tour de contrôle qui s'allume dans ma tête et dans mon corps et il faut que je vois si je peux tirer dessus, si je peux si ça fait du bruit quand je le fais tomber, si ça fait du bruit quand je le secoue. Donc, bon, c'est ce qu'on appelle manipuler, mais plus que manipuler, c'est utiliser tout son corps pour découvrir son environnement. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce... donc là, le bébé est en position assise. Bon, il pourrait être au sol aussi. Ce qui est sûr, c'est que quand il arrive à se tenir assis tout seul, ben, ses mains sont libérées et il est plus à l'aise pour faire face à tout ce qui est autour de lui. On parle souvent de curiosité scientifique chez le bébé. Euh, oui, scientifique dans la mesure où il cherche et il fait peut-être des hypothèses et il trouve des solutions, mais en même temps, il n'a pas de but précis. Il cherche au hasard, il tâtonne et il tombe sur quelque chose qui l'intéresse, il continue, il répète l'action. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'au fil des semaines, au fil des mois, ben, au début, il fait un peu n'importe quoi. Les clés, il essaye de les secouer, de les poser, de les lancer. Et puis à un moment donné, il s'aperçoit que chaque objet va amener comment dire, une action plus qu'une autre. Et il les enchaîne, et c'est comme ça que petit à petit, il les mémorise. Petit à petit, il en a une image mentale dans la tête, et voilà, et c'est comme ça que petit à petit, il fait de plus en plus de choses avec son environnement.
Ce qu'il faut relever aussi dans cette image, c'est évidemment l'humour subtil de peut-être parce que les parents sont dans leur champ de l'image. On les voit d'ailleurs pas Oui, représentés ou quelquefois seulement dans des adultes, ce ne sont pas forcément mis en avant dans l'imagier, sauf quand le jeu devient social en fait dans sa dimension sociale, c'est-à-dire que il y a une vraie interaction avec les autres membres de la famille. Et là, on imagine peut-être aussi euh, l'agacement ou l'amusement des parents qui voient un jouet qu'on a donné, offert à l'enfant, ou en tout cas mis à disposition, oui, qui n'est pas utilisé. Et en revanche, l'objet du quotidien est utilisé à sa place, en fait. Peut-être déjà la compréhension de l'objet qui a de l'intérêt et qui va avoir une véritable action sur son environnement et celui de ses parents. Alors, je vais passer naturellement à une autre question qui est assez proche de ce qu'on vient de voir dans l'image, c'est la question de l'imitation. Et je vais du coup demander à Hello, là on va partir d'une autre image, une image qui assume complètement son clin d'œil d'ailleurs avec une des affiches iconiques du salon du livre de Montreuil, où l'on voit une petite fille qui est en train de promener à la fois son poupon dans la poussette et aussi un doudou chien, le pauvre, tiré par sa laisse derrière. Et d'ailleurs, on voit, il y a d'autres notions de promener qui apparaissent au fil de la page. Donc, qui met en scène à la fois cet enfant qui promène, mais qui imite aussi une posture, une attitude. En l'occurrence, celle probablement de la maman, dont elle a chippé, subtilisé les chaussures. Et je voulais du coup aborder une question que, Hello, tu mets souvent en avant quand tu réalises des ateliers auprès des enfants et quand tu interviens autour de tes livres. J'ai quelques images qui montrent un petit peu la richesse de tes ateliers et des différentes techniques que tu mets en pratique avec les tout petits. Je voulais que tu nous parles de ces fameux neurones miroirs et comment ils articulent ton rapport avec les tout petits quand tu interviens dans les classes ou crèches, etc. Alors, je vais peut-être plus, enfin, c'est le principe du neurone miroir. Moi, je suis très, je ne fais que des images, donc je ne vais pas trop m'étendre sur l'aspect technique du neurone miroir, mais ce qui m'intéresse, en fait, et ce que j'essaye de proposer aux enfants, donc vraiment des très petits, hein, c'est c'est maternel, souvent autour de 3 4 5 ans, c'est de leur proposer des gestes. Donc, je fais devant eux et en faisant, j'accompagne, j'explique avec un discours ludique et je leur montre une façon de faire dont ils peuvent ensuite s'emparer. Alors, souvent, c'est du découpage. Et donc, je montre une façon de faire pour que eux ensuite puissent refaire ces gestes, ou en tout cas essayer de refaire ces gestes, et compris une façon de faire, mais puissent inventer à leur façon. Donc, comment que la partie créative reste la leur, mais que moi, je les invite, en fait, avec une technique, et qu'ils vont pouvoir expérimenter grâce à un premier stade d'observation. Hmm. Alors, On demande souvent dans le cadre des interventions des auteurs et des illustrateurs au sein des classes d'imaginer des ateliers autour de livres, à partir des livres. Et c'est parfois un exercice assez compliqué à réaliser. C'est pas toujours évident parce que c'est une autre posture qu'on a. On n'est pas, enfin voilà, dans son atelier en train de créer des livres. On est avec un public et en train de réaliser autre chose que la création de livres, c'est-à-dire faire vivre le livre autrement, euh, plus loin que la lecture. Et ce que tu montres là et ce que tu expliques là, c'est quand même très relié à la façon dont tu conçois les livres. Je vais montrer justement des exemples. En fait, si on peut mettre en évidence deux systèmes que tu utilises dans tes livres et qui se relient à la façon dont tu imagines tes ateliers.
Le premier système, c'est le système des volets qui sont utilisés dans notamment la collection des biens cachés, ou donc le volet, le flap qu'on connaît bien dans les livres systèmes, qui dissimule ou révèle un détail de l'image grâce à une manipulation qui est réalisée par l'enfant, souvent sur des volets un petit peu cartonnés pour une question de solidité. Il y a également un autre système que tu utilises dans d'autres collections, et notamment dans les images qui ne tournent pas rond. C'est un principe de roue mobile qui permet de choisir dans l'image une modification qu'on va lui apporter et qui va être révélée dans un trou qui y est percé et qui va faire apparaître une autre modalité, une autre possibilité dans l'image. Et la question du coup que je voulais te poser autour de ces deux systèmes que tu utilises dans la conception de tes livres, c'est quelle place tu envisageais au lecteur quand tu imaginais les livres? Est-ce que vraiment c'est quelque chose auquel tu réfléchis quand tu conçois les livres? Est-ce que le fait de les voir jouer avec tes livres, c'est quelque chose qui est déjà là au départ. Oui, alors j'aime bien envisager le livre en tant qu'objet. Et pas seulement une surface qui reçoit une image, mais vraiment en tant qu'objet à manipuler. Donc c'est pour ça qu'ensemble, on travaille aussi sur la qualité du papier, sur le format. Il y a des livres qui, en fonction, par exemple, ce petit moment, le livre dont tu parlais tout à l'heure est un grand format parce qu'on a besoin de rentrer dedans. Il s'adresse à des tout petits bébés. Et là, les imagiers qui tournent par rond, que tu montrais tout à l'heure, là, c'est des formats qui vont être plus petits parce qu'ils sont à manipuler par des enfants qui ont 1 an et demi, voilà. 1 an et demi, 2 ans. Et ce qui me plaît, c'est de travailler, de réfléchir en fait à qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place au niveau de la manipulation avec juste du papier. Donc c'est quelque chose de très très minimaliste et qui va pouvoir placer l'enfant essayer d'éveiller son autonomie intellectuelle, son regard critique, et tout ça dans un cadre d'humour, en fait. Alors, dans un cadre d'humour pour les imagiers qui tournent par rond, ou sinon, là, on voit la forêt tropicale, avec ses volets à soulever, de susciter la curiosité et du coup, la prise d'information. Du coup, la question qui découle un petit peu de ça que j'ai envie de te poser, c'est euh, oui, tu mets en avant l'aspect ludique de la découverte du livre. Est-ce que toi aussi, quand tu conçois les livres, c'est aussi pour toi un terrain de jeu? Ah bah oui, moi je m'amuse beaucoup. Ouais, ouais. Ah oui, oui. Euh, comment euh, j'espère justement arriver à faire passer ce côté, enfin mon amusement à moi. Voilà, et après cet amusement, il passe aussi par des propositions incongrues, un peu surréalistes. Bon, là, on voit du dentifrice qui sort du marteau-piqueur. J'essaye à chaque fois de jouer là-dessus avec des éléments très très simples de la vie quotidienne et qui font partie de l'environnement des tout petits. Peut-être qu'il y a d'autres images pour qu'on comprenne. On en aura un petit peu plus Ah, tard. on en aura plus tard. On va D'accord. revenir sur ce matos piqueur, je pense, plus tard. D'accord. Ce qui est assez, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on conçoit les livres avec Hello, mais pas seulement avec elle, mais notamment avec elle, c'est que aussi, c'est très sérieux de concevoir un livre, mais en même temps, on rigole beaucoup parce que les propositions qui sont imaginées autour des concepts des albums et des propositions graphiques, des univers qui sont déclinés notamment dans cette collection, donnent lieu à de franches rigolades. Je continue un tout petit peu et pour axer aussi la conversation autour de cette différence qu'on peut faire
entre le jouet et le livre, et aussi cette frontière parfois indéfinie, enfin en tout cas difficile à tracer, entre ce qui relève du jouet et ce qui relève du livre. Il y a un moment, en fait, dans la perception de l'objet livre par l'enfant, où le jouet devient un livre, en tout cas est perçu comme un livre. Il y a d'ailleurs dans l'imagier d'Alice Gravier deux images qui font référence à cette étape. C'est cette première image où on voit, là pour le coup, un bébé très jeune, un poupon, qui est en train de porter à la bouche un livre tissu qui représente un petit renard. On voit une image de petit renard sur ce livre tissu. Et plus loin, dans l'imagier, vous allez avoir une autre scène de lecture, entre guillemets, où l'on voit une petite fille en train de lire un livre sur les renards, en tout cas qui met en scène un renard représenté très différemment. C'est pas du tout la même représentation graphique, et qui est en train de faire la lecture à ses doudous. Comme on imagine, elle doit avoir aussi la possibilité qu'on lui lise à elle, que des adultes lui lisent à elle des livres. Ce passage-là, c'est un passage déterminant. Est-ce que, Fabienne, tu peux nous expliquer ce qui se passe à ce moment-là, ce mystère un petit peu du livre, enfin du jouet qui devient un livre? Oui, alors sur ces deux images, c'est épatant parce que d'une image à l'autre, on passe de la période qu'on appelle le jeu sensorimoteur à la période du jeu symbolique. Donc, dans la première page, goutte, si vous pouvez revenir dessus, Oui. voilà, le bébé est à l'aise, détendu, il met à la bouche parce que c'est son premier mode de connaissance, étant donné qu'il est nourri X fois par jour. Tous les bébés du monde commencent par découvrir, appréhender le monde avec la bouche. Il découvre aussi après avec ses mains, en secouant, en déplaçant, etc. Donc là, on est vraiment dans le sensoriel et dans le mouvement, donc dans le sensorimoteur. C'est sur la pyramide des besoins du jeu, je dirais que c'est la fondation, c'est la base. Aucun bébé ne peut échapper à cette étape-là. C'est mieux quand on lui met des objets à sa disposition qui sont pensés pour lui en termes de solidité, de non-toxicité, etc. Donc ces jouets-là, tout en tissu, sont impeccables. Et puis, à un moment donné, d'ailleurs, pour faire le lien avec le livre, avant de parler de la deuxième image, je veux bien la revoir, raconte. Voilà, donc là, on est dans le symbolique, on est même doublement, triplement dans le symbolique, puisque c'est un livre dans le livre, et qui est à la fois le livre que l'enfant manipule et peut montrer en haut à gauche, et puis il y a le livre que l'enfant plus grand, on peut dire qu'elle a peut-être, en tout cas, elle entre dans le langage, elle entre donc dans la simulation, dans le symbolique, dans le faire semblant. La petite fille regarde un livre avec son nounours ou peut-être lui raconte les images voilà, ou l'histoire. Donc, l'enfant passe du jeu sensorimoteur au jeu symbolique. Je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Oui, donc voilà. Donc, oui, le jeu symbolique, c'est la fondation, c'est vraiment la base qu'on peut pas, à laquelle, dont tous les enfants ont besoin. Et puis, petit à petit, voilà, il y a un moment donné, l'enfant va, c'est un petit miracle quelque part, en général, on s'en aperçoit. L'enfant nous apporte le livre, il pointe du doigt, des fois, il pousse un petit cri, il a 9, 10, 11 mois, et on dirait que c'est la première fois qu'il voit qu'il y a quelque chose dans le livre. Avant, on ne sait pas trop ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit des images, des motifs, des matières, de ce qui est à l'intérieur du contenu du livre. Mais quand il commence à pointer du doigt, en général, il se tourne vers nous et il attend une réponse. Et là, ben, on lui dit, ah ben oui, oui, tu as raison, c'est un biberon aussi. Si un biberon est posé sur la table, le bébé regarde le biberon sur la table, il regarde le livre et il s'aperçoit que le livre représente tout un univers, tout un monde, et ça y est, là, il est rentré dans le symbolique. Alors, ça ne veut pas Mm. dire, si j'ai encore deux minutes, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre que l'enfant soit dans la période symbolique, donc au-delà de 18 mois, 2 ans, pour commencer à lui raconter des histoires, hein. Là, on parle du livre-jeu aujourd'hui. On ne Mm. parle pas du livre lu à voix haute. Ça, Mm. tous les bébés du monde, tous les bébés sont sensibles. Dès la naissance, vous lisez un livre en respectant le texte, et dans la littérature enfantine, maintenant, le texte et l'image sont tellement bien pensés qu'il n'y a rien à changer. Donc, bien sûr, tous les bébés sont sensibles à la narration, à la voix haute de n'importe quel livre qui peut convenir aussi à des enfants plus grands. Mais la spécificité des livres exprès pour les bébés, c'est justement cette articulation entre le sensorimoteur et le symbolique.
Ouais, c'est vraiment un moment vertigineux Oui. qui montre aussi l'immense capacité d'apprentissage des enfants et leur grande intelligence par rapport à notre souplesse d'esprit. Donc quand on vieillit, on apprend beaucoup moins de choses en aussi peu de temps que ne le sont capables les tout petits. J'avance un petit peu sur les items on va explorer ce matin et parler du détournement. Il y a une autre image dans l'imagier d'Alice Gravier, c'est cette image où on les voit les deux, le frère et la sœur, en train de se déguiser et pour ce faire, réutiliser la plupart des objets qui ont servi de jouets auparavant dans l'imagier. Donc il y a à la fois du détournement et du jeu. Euh, ça me donne l'occasion de parler d'un petit peu du travail de Gilbert Legrand. Gilbert Legrand, qui est un grand poète des objets, qui, dans les albums qu'il a imaginés chez Sarbacane, et notamment dans un ouvrage récent qui s'appelle Bébé Surprise, qui est un livre avec des flaps, on voit une image ici, où il se propose, comme il a le génie de le faire depuis quelques années, de prendre un objet du quotidien et de lui imaginer une autre vie, on voit aussi derrière ça ces enfants qui utilisent des objets qu'ils ont sous la main pour leur offrir une autre vie et une autre fonction quelquefois. Donc ça, c'est le travail de Gilbert Grand. Et on n'est pas si loin d'ailleurs, parce que du coup, on va revenir à notre marteau-piqueur qui, cette fois-ci, fait surgir des spaghettis et non plus du dentifrice. À la façon dont toi, Hello, euh, quel est cet exercice que tu as, en fait, quand tu imagines les livres, comment tu choisis tes objets qui vont être détournés et comment tu imagines les fonctions que tu vas leur donner et qui ne sont pas des fonctions réelles? Euh, alors, c'est une bonne question. Donc, je disais tout à l'heure, j'essaye vraiment dans le quotidien et de choisir des choses très très simples, mais aussi euh, euh, que ça devienne vraiment, alors, à la fois incongru parce que ça change de contexte complètement, mais imaginez qu'il y ait peut-être une sorte de plausibilité, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Mais là, les spaghettis, on pourrait imaginer en fait finalement que le marteau-piqueur fasse sortir des spaghettis par pression. Et les spaghettis, c'est dans l'univers, vraiment dans la vie de tous les jours, c'est les enfants, les bébés, enfin, savent ce que sont des spaghettis. Euh, voilà, donc c'est cette ultra simplicité, peut-être chose très basique et qui, mise dans un autre contexte, en fait, euh, Oui, enfin, l'idée, c'est vraiment de faire réfléchir l'enfant et le tout petit, en tout cas, à qui on explique beaucoup de choses, des choses, on leur dit comment est la réalité, on leur raconte, on leur explique, et puis là, d'un coup, on vient leur proposer quelque chose qui est totalement incongru, mais qui est suffisamment énorme pour qu'ils puissent s'en rendre compte tout seuls. mm. Ce qui est intéressant dans ces images, c'est que, bon, évidemment, la possibilité qui est offerte à l'enfant de choisir ce qui va surgir du marteau-piqueur, c'est un peu quelque chose d'inédit qu'on propose rarement dans les albums, dans les livres, parce que les livres, c'est théoriquement une forme fixe, c'est quelque chose de rassurant, il se passe toujours la même chose dans les livres. Normalement, c'est toujours le début est au début, la fin est à la fin, l'histoire va se dérouler tout le temps de la même façon, c'est un des principes du livre, qui est aussi un des principes qui fondent le rapport au livre des tout petits, le fait que les livres sont des éléments rassurants dans le quotidien. Et là, en revanche, tu apportes quelque chose d'inédit, c'est que, en fait, au sein du livre, tu vas donner la possibilité à l'enfant de changer l'ordre des choses, de pas que ça soit pas comme prévu et que il va y avoir aussi une liberté de déranger et peut-être, ou alors de ranger, enfin c'est vraiment au choix, on va dire. C'est le choix du lecteur de jouer avec la réalité, de jouer avec l'ordre des choses, si on peut utiliser un terme un peu pompeux pour le coup.
Oui, et puis ce qui est important, c'est que lui, c'est vraiment lui qui est maître en tournant cette petite roue. C'est lui qui est maître de ces changements. Ah, voilà, super. Là, on voit on voit la façon dont ça peut changer. Là, voilà, il y a aussi dans le livre des habits. Donc là, c'est tout à fait incongru et c'est lui qui va choisir les différentes positions et qui va pouvoir rigoler, alors soit tout seul, soit aussi, et c'est un point qui m'importe beaucoup, c'est la notion de partage de la lecture et de susciter une discussion avec un adulte et de se dire, bah, est-ce que sur les fesses on met une voiture ou est-ce que sur les fesses on met un nuage? Et de rigoler ensemble et oui, vraiment, vraiment, l'interactivité du livre et le geste permet ce partage d'une façon peut-être plus franche. Ouais, Voilà, ouais, et le tout en rigolant, évidemment. bien sûr. Bon, c'est très important de rigoler. Très important. Quand on envisage la place des jouets dans le quotidien, on est toujours surpris de l'importance qu'ils peuvent acquérir pour les enfants et la vie propre qu'ils semblent avoir dans l'imaginaire et dans le quotidien de l'enfant. Je reviens d'ailleurs aux albums de Gilbert Legrand, où on voit ces objets qui sont transformés, mais qui en même temps racontent une histoire, et aussi des objets qui sont nommés, c'est-à-dire que cette boîte de lingettes, ça devient Jojo, le fantôme, ça devient un personnage à part entière qui est nommé. Et c'est le cas de beaucoup d'objets du quotidien qui peuvent dont les enfants peuvent s'emparer, qui à la fois peuvent changer de fonction, prendre une vie, prendre une vie, prendre vie littéralement, mais aussi être nommé, obtenir un nom, être baptisé, entre guillemets. Et ça, c'est assez fascinant de regarder comment ça se produit dans le quotidien. Est-ce que, Fabienne, je voulais vous poser la question de l'âme des jouets. Est-ce que les jouets ont-ils une âme? Euh, c'est une question difficile. Ouais. Euh, Ce qui est sûr, c'est que euh, il y a quelque chose de mystérieux dans l'attachement des enfants à certains jouets et pareil à certains livres. On parle beaucoup du doudou comme objet transitionnel, mais c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, ce jouet-là, plutôt qu'un autre, de par sa couleur, sa forme, ce qu'il évoque, va parler, va rentrer, va faire partie de la vie intérieure de l'enfant. Donc c'est vrai qu'il y a une part de mystère cet attachement à certains jouets et c'est pareil à l'âge adulte. Moi, ça me fait penser par exemple c'est très ancien, mais c'est collector, le téléphone, le vieux téléphone des années vintage, le téléphone avec deux gros yeux, des joues rouges, un visage souriant et puis des roulettes, le gros téléphone Fisher-Price avec un petit cordon qui d'ailleurs, je crois, a été réédité. Bon, ben, ce jouet-là, il parle à tous les enfants parce que il utilise les caractéristiques de l'anthropomorphisme qu'on peut critiquer des fois, mais avec les enfants, ça marche très très bien. Deux traits, un trait pour le nez et un trait pour la bouche, et hop, ça parle tout de suite aux enfants. Ça me fait penser d'ailleurs que il y a une expérience ancienne avec des bébés qui montre que quand on met devant eux un rond, un masque, une assiette sur lequel on a dessiné quelque chose qui ressemble au trait du visage, ils le regardent beaucoup plus longtemps que si on met les mêmes traits dans le désordre. Donc, le fait de prêter vie, de prêter, bon, prêter vie à des jouets, ça répond complètement à la pensée magique de l'enfant, à ce qu'on appelle l'animisme, et qui est une des caractéristiques essentielles de l'enfant. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup préoccupé par les merveilles du cerveau, par les milliers de connexions qui se font dans la tête du bébé, et c'est formidable, mais il y a aussi tout ce qui se passe au niveau de son corps, comme on en a parlé tout à l'heure, et puis tout ce qui se passe au niveau de la vie intérieure, de l'imaginaire, de la projection de sentiments. Alors, les jouets ont-ils une âme? En tout cas, c'est une belle question.
En tout cas, ce qui est incroyable dans le travail de Gilbert Legrand, c'est qu'il révèle l'âme des objets Tout à par son fait. travail d'artiste. C'est ça qui est intéressant. Et en plus, qu'il fasse le lien avec le livre, c'est encore plus profond comme démarche. Euh, Dans le rapport de l'enfant aux jouets et aux livres, on n'a pas encore abordé la question de l'accompagnement, c'est-à-dire la place que les parents occupent dans ce rapport aux livres et aux jouets. Donc, dans cette scène qu'on voit ici de l'Imagier joue d'Alice Gravier, on voit la petite fille jouer au jeu de loi avec ce qu'on imagine être ses grands-parents. Euh, euh, et d'ailleurs, je voulais parler aussi du travail de Crocuy, le travail incroyable de Crocuy, qui, dans ses albums, met toujours en scène la place de l'adulte aux côtés de l'enfant dans les apprentissages et aussi avec une forme de connivence humoristique. L'adulte est là pour accompagner, mais pas seulement, pour aussi euh, euh, faire grandir, donner du sens à chaque situation où l'enfant prend des risques. Le risque de monter sur un toboggan, de plonger dans la piscine. Là, voilà, c'est plonger dans la piscine. Cette place de l'adulte est très, très intéressante. Est-ce que, Fabienne, vous pourriez nous expliquer, dans l'idéal, parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se posent la question de où devrait-il être au moment de ces apprentissages, quelle serait la place idéale, entre guillemets, des parents dans le jeu, avec l'enfant ou avec le livre? Alors, avant, je voudrais dire un petit mot sur l'image que vous avez montrée des grands-parents, et c'est toute la magie de ce livre, hein, qui fait grandir l'enfant, qu'on voit d'abord bébé et qui arrive à une certaine forme d'aboutissement. J'ai parlé de pyramide du jeu, comme on peut parler de pyramide des besoins, mais là, on est au dernier stade. C'est pas pour ça que c'est le meilleur, mais en termes d'évolution, le dernier stade, c'est le stade des jeux de règles. Donc, jeu sensorimoteur, jeu symbolique, puis petit à petit, le jeu de règles. Et donc là, les adultes et l'enfant jouent ensemble, ils jouent à quelque chose. Mais ce qui est compliqué, c'est de faire simple. Et faire simple avec un enfant qui vient de naître, ou qui a quelques mois, ou qui a un an ou deux, c'est pas de jouer à quelque chose avec lui, c'est de jouer avec lui au sens de être avec lui. Être avec lui avec un objet qui est un objet médiateur, le livre, le gros, je sais pas, le ballon, le gros cube en mousse. On est avec lui et s'installer, on le regarde jouer, on manipule, on essaye de saisir son émerveillement pour s'émerveiller nous-mêmes et retrouver notre âme d'enfant. Euh, donc, quand vous demandiez quel est le rôle de l'adulte, ben, dès le départ, c'est de savoir trouver un équilibre entre être avec lui, jouer avec lui, s'asseoir, manipuler ses jouets, empiler des cubes, faire parler des petits personnages, avancer des voitures, attendre ses propositions. Au début, ça peut être prendre un objet, le donner, le prendre, le redonner, le reprendre, et ainsi de suite. Et puis, euh, si l'enfant a suffisamment chaque jour sa dose de relation avec le parent au travers du jeu ou au travers d'un livre à manipuler ensemble, eh bien, quand il est tout seul sur le tapis, dans le salon, quelque part, eh bien, il peut revivre tout ça. Et ça nourrit sa pensée intérieure, ça nourrit son besoin d'affection aussi, et il peut rejouer, transposer tout ce qu'il a vécu avec le parent. Donc, il ne faut pas choisir. Parfois, on dit il faut qu'un enfant apprenne à jouer seul, un bébé apprenne à jouer seul. Oui, mais pour apprendre à jouer seul, il faut qu'il soit nourri de ce moment de relation intense et quotidien avec un adulte référent. Donc, un bébé qui va bien, qui se développe bien, il alterne entre les deux. Tantôt, il joue seul et l'adulte veille sur lui, et puis tantôt, on est vraiment embarqué, je dirais, dans ce qu'il est en train de faire. Euh, je pense par exemple les premiers livres. C'est vrai que moi j'ai une orientation très très bébé. Je pense à l'enfant qui commence à marcher. Le même livre, tantôt il le traîne, il s'assoit avec, des fois il s'assoit dessus d'ailleurs, il l'ouvre, il le ferme, et puis à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il arrive vers nous et puis il pose sur nos genoux. Et puis là, ça veut dire, bon, maintenant, faudrait qu'on y revienne et que tu me racontes à nouveau, ou qu'on désigne, que tu me montres ce qu'il y a dedans. Donc les deux sont complètement indissociables et se renforcent l'un l'autre.
C'est ce que tu disais, Hello, d'ailleurs, tout à l'heure, quand tu parlais des imagiers qui tournent par rond, c'est que l'enfant peut tourner seul la roue et puis faire investiguer lui-même, expérimenter lui-même, mais il y a aussi la possibilité de discuter avec l'adulte autour des différentes possibilités. Tes livres laissent la possibilité d'un usage autonome, mais aussi d'un usage accompagné. Oui, et c'est comme ce que dit, enfin j'imagine en tout cas que c'est comme ce que dit Fabienne Agnès là maintenant, c'est que en fait il y a besoin des deux. Pour que Absolument. l'enfant puisse refaire tout seul, c'est qu'il a déjà fait avant avec un adulte. Mm. Euh, voilà, et puis, enfin, et ça, c'est important. Et la forme du livre, j'espère, suscite enfin, ce que je disais tout à l'heure, suscite ce partage-là, où incite l'adulte à vraiment passer du temps avec l'enfant Mm. et à discuter de ce qu'il voit. Et peut-être Oui, parce discuter de plus que ce qu'il voit, du coup, aussi. on a toujours tendance à imaginer que les parents, enfin que c'est simple de lire avec un enfant et ça ne l'est pas toujours. Je trouve que l'idée derrière tes livres, cette manipulation, cette incitation à manipuler, c'est une façon assez simple, concrète de rentrer dans la lecture accompagnée. C'est-à-dire que on comprend tout de suite ce qu'il faut faire avec l'enfant. Et en ce sens, tes livres sont souvent très accessibles en fait. Ce sont des livres qui ont été réfléchis, il y a beaucoup de pensées derrière et de jeux, mais aussi ce ne sont pas des livres qui sont compliqués, il n'est pas compliqué de s'en emparer. Et pour ça, ça privilégie un peu, ça met en avant ce rapport entre l'enfant et l'adulte au moment de la lecture. D'ailleurs, et c'est par là qu'on va terminer puisqu'on est proche de la fin. On va parler peut-être un peu du bébé musée. Chez Sarbacane, on a imaginé un bébé musée, un musée pour les tout petits, à partir d'images extraites du catalogue des éditions Sarbacane. Et donc un musée à hauteur d'enfant, on voit un petit peu le dispositif qui est expliqué, donc un dispositif qui peut être accroché ou alors un dispositif au sol qui est traité un tout petit peu à la façon du Kamishibai avec des instructions, un petit jeu à réaliser avec l'enfant qui est expliqué à l'adulte et de l'autre côté l'image qui va servir de support à ce jeu qui est toujours en relation avec des étapes importantes de l'éveil psychomoteur de l'enfant. Et dans ce bébé musée, il y a une image extraite de ce petit moment. Hello, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette image autour duquel j'ai eu beaucoup de plaisir à imaginer un jeu avec l'enfant? Avec le doigt. Voilà. Oui. Bah alors, peut-être ce qu'on peut dire rapidement aussi, c'est que ce livre a plusieurs temps de lecture, enfin, peut être comment, reçu par un tout petit bébé, et puis au fur et à mesure que l'enfant grandit, il va avoir des usages différents de ce livre-là. Et du coup, ça part de la journée d'un bébé, et là, on arrive au moment de la digestion, et donc on voit cette petite bulle qui va parcourir le ventre, qui est un peu gênante, qui parcourt le ventre du bébé et qui va finir par sortir sous forme d'un petit rot. Et donc, l'idée, c'était aussi donc, de pouvoir raconter cette histoire-là, et puis petit à petit, au fur et à mesure que l'enfant grandit, de pouvoir suivre le parcours de cette petite bulle avec le doigt, qui se termine par un petit rot. Là encore, on est dans, on peut dire, les petits poèmes du quotidien, des petites choses. Voilà, le premier stade de l'humour Voilà, très basique. Ouais, avec ouais. l'enfant. Tout simple. Un peu pipi caca, mais c'est un moment marrant. Euh, Oui. oui, cette exposition, du coup, est disponible pour les bibliothèques, les écoles. Et il suffit de s'adresser à Anaïs Malherbe au sein des éditions Sarbacane se la procurer. J'en profite d'ailleurs, avant de terminer, pour éviter d'être coupé, que si vous avez des questions à nous poser, il ne faut pas hésiter à les adresser à Anaïs Malherbe, anaïs.malherbe@sarbacane.net, qui nous les fera remonter à moi, à Hello et à Fabienne, et on aura plaisir à vous répondre. Les 45 minutes qui étaient consacrées au webinaire sont un petit peu trop courtes pour pouvoir laisser la parole au public.
Euh, et du coup, je vous remercie beaucoup pour ce moment assez dense. On aurait pu aller plus loin et poser plus de questions à Hello et à Fabienne. Je rappelle les références du livre de Fabienne, des livres de Fabienne. Alors, je fais une bêtise, je reviens en arrière. Le besoin de jouer chez les tout petits, chez Duno, et une pédagogie du jeu avant 3 ans, toujours chez Duno. Euh, Hello, aussi ton actualité cette année aux éditions Sarbacane, c'est deux imagiers qui tournent par rond, qui sont ici, le chantier et les habits. Et évidemment, le merveilleux, ce petit moment qui est juste derrière moi et qui ne va pas tomber, mais voilà, ce petit moment que j'ai eu beaucoup de plaisir à imaginer avec toi. Moi aussi, c'était super. Merci à tous. Merci à, Merci beaucoup. Merci à tous et à bientôt sur le salon. Au oui, revoir. retrouvez-nous sur le salon, sur le stand de Sarbacane. Au stand de J6 au niveau 0 dès mercredi. Bonne Merci journée pour à tous l'information pratique. À et au bientôt. revoir.